Voilà, donc ça me fait vraiment grand plaisir de vous souhaiter tous la bienvenue à cette première rencontre d'une série de conférences qu'on organise cet automne sur la thématique du patrimoine culinaire et alimentaire autochtone du Québec et du Canada. Alors, nous avons plusieurs présentations qui sont prévues, une aujourd'hui dont je vais vous parler tout de suite, mais il y a aussi pendant tout le mois de novembre, chaque mardi du mois de novembre, il y aura à partir du 7 novembre des présentations par des chercheurs, mais aussi des praticiens autochtones et non autochtones. Maxime Lisotte, par exemple, qui est chef pâtissier de la Première Nation Wolastoqey, Washipiku. Il y a Swan Neige Bertrand, qui est aussi chef de la Première Nation des Dénés, des territoires du Nord-Ouest. Laurence Hamel Charret, qui est chercheuse postdoctorale du département des études urbaines et touristiques de l'UQAM, qui va présenter le 21 novembre. Et Manuel Cartnus, qui est artiste et cuisinier Innu à Mastayache, qui va nous présenter le 28, qui va présenter une conférence le 28 novembre. Mais aujourd'hui, pour casser la glace, comme on dit, nous avons Karine Taché, qui est professeure d'archéologie à l'Université Laval. Elle est aussi titulaire d'une chaire de recherche du Canada en archéologie biomoléculaire. Elle est rattachée au CELAT et donc aujourd'hui, elle va nous présenter les résultats de ses recherches qui portent comme titre le rôle des vases en céramique dans les pratiques culinaires des premiers peuples du nord-est américain à la rencontre de l'archéologie biomoléculaire et des savoirs autochtones. Alors, je voulais, avant de lui céder la parole, préciser que cette conférence et les autres qui vont suivre sont organisées conjointement par l'IPAC, le CELAT, l'INAF, l'Institut national des aliments fonctionnels, l'Institut du patrimoine de l'UQAM et le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec. Alors, je remercie chaleureusement Karine, qui a été recrutée il y a quelques années dans notre département et qui mène des recherches très originales sur les céramiques. En fait, c'est des études qu'elle fait des restes alimentaires qui se retrouvent sur les céramiques des vases autochtones. Alors, merci beaucoup, Karine. Ça nous fait vraiment très chaud au cœur de vous avoir comme première conférencier de l'IPAC cet automne. Et on est très hâte de vous entendre et de mieux connaître vos recherches. Alors, voilà. Peut-être un dernier petit mot, je voulais dire aussi que remercier Manon Niquette, qui a, même si elle est en sabbatique, a très généreusement participé à l'organisation de cette série de conférences avec moi. Merci beaucoup, Manon. Alors, Karine, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, très bien. Oui, OK. Bon, mais merci beaucoup, Laurier, pour cette introduction. Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui, ce midi. C'est vraiment une belle opportunité là, que de présenter mes recherches dans cette série de conférences. Donc, merci à l'IPAC et tous les autres partenaires mentionnés par Laurier pour me donner cette opportunité. Le titre de ma présentation l'indique et comme Laurier l'a souligné, là, je vais vous parler aujourd'hui, je brise la glace de cette série de conférences avec un sujet quand même assez précis là, sur l'alimentation autochtone. C'est certain que
le rôle des vases en céramique. Hein, moi, étant archéologue, c'est une technologie culinaire ancienne que celle des vases en céramique, une technologie culinaire qui a été à toute fin pratique abandonnée avec l'arrivée du métal avec les premiers Européens, mais qui a longtemps joué un rôle quand même important pour certaines populations, du moins, du nord-est américain. Et comme les vestiges céramiques se préservent bien dans les sites archéologiques, ça devient, euh, un proxy, hein, un élément qu'on peut utiliser pour étudier l'alimentation autochtone. Ce potentiel-là, toutefois, a été peut-être, disons, un peu négligé au profit d'autres types d'analyses céramiques. On a étudié beaucoup les décors, les formes des céramiques, mais les usages, les fonctions, peut-être un petit peu moins, du moins jusqu'à récemment. Et il y a une bonne raison pour ça, c'est que le contenu de ce qu'on préparait à l'intérieur de ces vases-là, c'est de la matière périssable qui ne se préserve pas. Et c'est seulement dans les dernières décennies, avec le développement de nouvelles techniques en archéologie biomoléculaire, que ces matériaux périssables, ces substances périssables-là, sont devenus accessibles aux archéologues. Et c'est dans ce contexte-là que je vous présente ma présentation à la rencontre de l'archéologie biomoléculaire et des savoirs autochtones. Et c'est également dans ce contexte-là que j'ai... j'essaie de changer, ça fait ça aussi. Comment je fais pour changer? Ah, ici. C'est également dans ce contexte-là que j'ai proposé il y a quelques années, encore une fois, comme Laurier le soulignait, la création d'une chaire de recherche du Canada en archéologie biomoléculaire à l'Université Laval. Et j'ai été contente que ma proposition soit retenue. Un de mes mandats, donc vous voyez énuméré ici là, les principaux objectifs de cette chaire de recherche-là, mais un de mes principaux mandats était la mise sur pied d'un laboratoire d'archéologie biomoléculaire où on aurait tout un équipement spécialisé capable d'extraire et de caractériser des résidus organiques préservés en contexte archéologique. Donc, un laboratoire un peu à toute fin pratique de chimie analytique, mais dans un contexte de département de sciences historiques où des chercheurs donc en sciences humaines peuvent utiliser des techniques développées en chimie analytique pour répondre à leurs questions de recherche, donc adapter à leurs questions de recherche, ce qui est quand même assez rare en Amérique du Nord. Et je suis contente de vous montrer une photo récente prise la semaine dernière parce que ça s'en vient, mais ce n'est pas encore au point. Mais avant la fin de l'année, là, je suis confiante que j'aurai réalisé mes premières analyses dans ce laboratoire-là. Maintenant que c'est dit, je n'ai plus le choix. Donc, avant peut-être, OK. Donc, à la croisée de l'archéologie biomoléculaire et des savoirs autochtones, parce que oui, on a accès à toute une gamme de matériaux périssables avec ces nouvelles technologies-là, mais la science a ses limites et c'est en combinant ces données-là avec d'autres formes de savoir et avec d'autres sources de données qu'on va vraiment arriver à un portrait plus global de l'alimentation autochtone passée. Et c'est la voie que j'ai choisi d'emprunter dans mes recherches, c'est-à-dire celle de combiner la science, les savoirs scientifiques avec les savoirs autochtones. Mais avant de vous parler un petit peu plus en détail de ça, peut-être une petite mise en contexte d'abord du nord-est américain et des vases en céramique à l'intérieur de ce vaste territoire-là. Donc, le nord-est américain, c'est une des zones culturelles qu'on utilise pour discuter de l'histoire ancienne des Premières Nations en Amérique du Nord. C'est un vaste territoire que j'ai
que j'ai englobé à l'intérière de ce cercle rouge-là, mais dont les limites sont un peu floues là, et arbitraires également, mais qui s'étend là, des Grands Lacs jusqu'à la côte atlantique, dans un vaste territoire, beaucoup de variations culturelles, géographiques. Et à droite sur l'image, vous voyez, disons, la séquence chronologique qu'on utilise pour parler de l'histoire ancienne des Premières Nations dans ce territoire-là. Et quand on parle de céramique, ben, on fait référence à la période du sylvicole, donc que vous voyez ici, qui s'étale entre 1000 avant Jésus-Christ jusqu'à l'arrivée des Européens autour de 1534, 1550, dépendamment de quel endroit on se trouve, ça peut varier évidemment, mais on voit donc la période du sylvicole subdivisée en sous-périodes. Et les céramiques à gauche vous montrent que un des critères, pas le seul, mais un des critères utilisés pour sous-diviser cette période sylvicole-là en 3 sous-périodes, ben, c'est les motifs, les formes des contenants en céramique. Et on voit illustré ici un vase du sylvicole inférieur. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez ma souris? Oui? Non, peut-être pas. En tout cas, le vase, oui, vous le voyez. Donc, le vase ici, c'est un vase du sylvicole inférieur, un vase du sylvicole moyen, un vase du sylvicole supérieur. Évidemment, ça masque une énorme variabilité, là, mais c'est quand même juste pour vous indiquer que les sous-périodes chronologiques du sylvicole sont basées notamment sur des distinctions morpho-stylistiques des contenants en céramique. J'ai commencé à m'intéresser aux analyses de résidus organiques dans le cadre d'un doctorat sur le sylvicole inférieur, sur des réseaux d'échanges qui se sont mis sur pied au sylvicole inférieur à peu près au même moment où on a commencé à produire des céramiques. Des céramiques, comme on voit ici, qui partagent un certain nombre d'attributs, des parois relativement épaisses, droites, des bases coniques, des impressions au battoir cordées sur leur surface externe et interne, des inclusions minérales, donc ce qu'on appelle des dégraissants qui sont mélangés à l'argile et qui sont également grossières. Donc, un certain nombre d'attributs et qui possèdent souvent des dépôts carbonisés sur leur surface interne, ce qui indique qu'au moins une partie de ces vases-là était utilisée pour faire cuire de la nourriture. Donc, c'est en analysant différents assemblages dans le cadre d'un doctorat que je me suis posé la question, je me suis interrogée pour la première fois sur les motivations derrière l'adoption de la céramique dans le nord-est américain. Et puis là, il faut mentionner que c'est fait, cette adoption de la technologie céramique dans un contexte de chasse, pêche, cueillette. Donc, c'est des populations qui n'avaient pas encore adopté l'agriculture. Alors, souvent, on va penser que la poterie, on fait souvent un lien poterie, sédentarisation, agriculture. Ce lien-là, bon, il faut savoir qu'il n'est plus vrai du tout. Dans plusieurs régions du monde, on voit que les premières céramiques sont associées à des populations qui subsistent de ressources sauvages, des plantes sauvages, des poissons, des mammifères terrestres, et c'est le cas en Amérique du Nord. Donc, à quoi ont bien pu servir ces premières céramiques-là pour des populations qui avaient un mode de vie nomade, qu'on croit souvent mal adapté à une technologie des contenants qui sont fragiles, qui sont relativement lourds? Alors, il y a différentes hypothèses qui peuvent être proposées, qui ont d'ailleurs été proposées par d'autres chercheurs. Est-ce que les vases en céramique étaient utilisés, par exemple, pour préparer des ressources végétales qui autrement seraient pas comestibles, comme certaines noix qui doivent être bouillies pour éliminer certaines toxines, ou
pour des ressources végétales qui gagnent à être bouillies pour augmenter leur rendement nutritif, comme certaines graines de plantes, par exemple. Ou d'autres chercheurs avaient proposé peut-être que les vases en céramique, les premiers vases en céramique étaient utilisés pour préparer des ressources aquatiques et obtenir à partir de celles-ci une huile à haute teneur énergétique, une autre possibilité. Sinon, peut-être que c'était pour obtenir des bouillons d'os à partir de fragments d'ossements de mammifères terrestres broyés. Donc, toutes sortes d'hypothèses, mais qui, jusqu'à récemment, n'avaient pas réellement été testées parce que, comme je disais, on n'arrivait pas à identifier le contenu des vases en céramique. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je me suis intéressée aux analyses de biomoléculaires appliquées à l'archéologie. J'ai d'ailleurs été en Angleterre pour avoir une formation dans ces techniques analytiques-là, parce que c'est en Angleterre qu'on a développé ces techniques analytiques-là dans les années 90. Et maintenant, ben, je la ramène au Québec pour l'appliquer à des contextes québécois, nord-américains, nord-est américains. Pour répondre à des questions comme celle-ci, pourquoi les chasseurs, pêcheurs, cueilleurs du nord-est américain ont-ils commencé à produire et utiliser des vases en céramique au sylvicole inférieur? Donc, juste un petit, peut-être, définition de qu'est-ce qu'on appelle résidus organiques en archéologie. Des résidus organiques, c'est des molécules qui sont invisibles à l'œil nu, hein, qui n'ont pas de forme, c'est amorphe, et qui ne peuvent donc pas être collectés comme on récolte la majorité de nos restes matériels sur des sites archéologiques. On ne retrouve pas de molécules au tamis, on ne peut pas mettre une molécule dans un sac, on ne peut pas fouiller et avec la truelle dégager une molécule. Ça prend des équipements spécialisés, des techniques développées en chimie analytique pour extraire de matrices inorganiques, d'objets, des molécules qui leur seraient associées. Les céramiques se prêtent très bien à l'absorption de molécules organiques parce que leur matrice est poreuse, parce que les gestes qu'on fait pendant la cuisson favorisent l'absorption des molécules. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, disons, dans le vaste domaine des analyses de résidus organiques, il y a beaucoup de littérature sur les analyses de céramique, mais il faut quand même mentionner, et c'est ce que je fais ici là, avec ces images, qu'on peut également extraire et caractériser des molécules organiques associées avec des outils en pierre, en métal, avec des sols de foyer, des sédiments, donc des momies, des restes humains, des coprolites. Donc, c'est vraiment une panoplie là, de catégories de cultures matérielles qui peuvent contenir des molécules, qui peuvent avoir à leur surface des molécules organiques qui, une fois extraites et caractérisées, nous permettent d'avoir accès à différents aspects des modes de vie passés. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par résidus organiques? On inclut là-dedans autant l'ADN, les protéines, les lipides, les glucides, c'est tout ça, hein, les molécules organiques. Mais moi, personnellement, dans mes recherches, je me concentre sur les lipides qui se préservent mieux et plus longtemps que les autres molécules organiques, que l'ADN, que les protéines, par exemple. Alors, les analyses lipidiques, les analyses de lipides. Comment est-ce qu'on obtient un lipide d'un pot? Ben, d'abord, vous voyez ici sur cette image que les molécules, comme je disais, les molécules de lipides sont absorbées lors de la cuisson et ça favorise vraiment l'absorption, hein, ces comportements culinaires-là. Et vu que ça se préserve très, très longtemps, ben, des milliers d'années plus tard, lorsque les fragments de poterie sont retrouvés par les archéologues dans les sites archéologiques, les lipides sont encore là. Un petit peu modifiés, un petit peu dégradés, mais sont encore là. On peut les retrouver dans les croûtes, dans les dépôts carbonisés qui proviennent des restes de repas. Et puis, quand c'est dans les croûtes, on a seulement besoin de gratter quelques milligrammes de croûte carbonisée avec un scalpel, comme vous voyez ici, que je suis en train de faire. Mais même s'il n'y a pas de croûte, même s'il n'y a pas de dépôt carbonisé, il peut y avoir des lipides absorbés dans la matrice poreuse des céramiques
mais dans ce temps-là, c'est un peu plus destructif. Il faut un outil rotatif de type Dremel pour réduire en poudre là, quelques centaines de milligrammes de notre tesson. Alors, les lipides qui sont contenus soit dans les dépôts, soit dans la matrice céramique vont être extraits à l'aide de solvants organiques. Vous voyez une de mes étudiantes qui fait ça au Delta Lab dans le Vieux-Québec, donc un laboratoire associé avec la Commission géologique du Canada, direction du Québec, qui m'a donné la permission d'utiliser ces espaces-là en attendant l'aménagement de mon laboratoire, ce qui a pris un peu plus de temps que prévu, mais qui m'a permis de continuer mes recherches pendant ce temps-là. Donc, je remercie Jason d'ailleurs pour ça, qui est le directeur. Donc voilà, et finalement, une fois extrait, on va analyser à l'aide de différentes techniques analytiques ces lipides-là, mais contrairement à l'ADN et aux lipides, on n'arrive pas à identifier les ressources à l'espèce. Alors c'est pour ça aussi que ici, je vous montre les grandes catégories de nourriture qu'on arrive à distinguer à l'aide des analyses de lipides. On peut voir qu'on arrive à distinguer les mammifères ruminants, les mammifères non ruminants, les ressources aquatiques, les produits laitiers, les plantes. Mais à l'intérieur de ces catégories-là, on ne peut pas ou rarement aller plus loin pour identifier les ressources à l'espèce. Donc, il y a quand même des avantages, mais également des inconvénients aux analyses de lipides. On en revient rapidement à ma question de recherche, là, qui était de comprendre les motivations derrière les analyses, derrière l'adoption des céramiques dans le nord-est américain. Donc, j'ai appliqué à des centaines de tessons qui proviennent de différents sites à travers le nord-est 3 différentes techniques analytiques que j'énumère ici, mais qui n'est même pas nécessaire de lire parce que je veux vraiment pas rentrer trop dans les technicalités. Si vous avez des questions plus tard, ça me fera plaisir d'y répondre. Et j'ai appliqué ces techniques-là à des résidus, autant des croûtes, les dépôts carbonisés, que des résidus absorbés. Et l'ensemble de mes résultats mène vers le même constat, c'est-à-dire que les premières céramiques semblent vraiment avoir été principalement utilisées pour préparer des ressources aquatiques. Donc, tous mes résultats vont converger vers ce constat-là. J'ai combiné ces nouvelles données biomoléculaires avec ce qu'on savait déjà, d'autres sources de données, donc les assemblages phoniques, les assemblages botaniques, les contextes dans lesquels on retrouve ces céramiques-là pour proposer une interprétation pour dire que peut-être que dans le nord-est américain, l'invention de la poterie était liée au besoin de transformer certaines ressources aquatiques lors de rassemblements épisodiques, peut-être annuels, qui semblent être de plus en plus fréquents avec justement là, l'établissement de sphères d'interaction, de réseaux d'échanges sur de longues distances qui commencent à la même époque. Et on peut même peut-être supposer que ces rassemblements-là, que le lieu de ces rassemblements-là était motivé par l'abondance saisonnière de certaines ressources aquatiques à ces moments précis-là où on se rassemble. Donc, ce sont des idées qui ont été proposées, qui peuvent être testées, qui peuvent être contestées. Néanmoins, je pense que le potentiel de l'archéologie biomoléculaire, des analyses de lipides pour mieux comprendre l'utilisation des vases en céramique est bien démontré dans le cadre de cette première application nord-américaine-là. Et en tout cas, moi, ça m'a donné le goût de continuer et de répondre à d'autres questions. Alors, après avoir passé plusieurs années à me pencher sur la toute première sous-période du sylvicole, je pense qu'on peut maintenant commencer à se poser d'autres questions, comme celle que j'énumère ici. Est-ce que l'usage de la céramique va changer après le sylvicole inférieur, notamment
avec l'avènement de l'agriculture au sylvicole supérieur, fin sylvicole moyen, est-ce que l'avènement de l'agriculture va affecter l'utilisation des vases en céramique? Est-ce qu'on peut identifier des variations spatiales, géographiques dans les différents usages, les différentes fonctions de la poterie au Québec, dans l'Ouest américain? Alors ça, ce sont des questions que je tente de répondre dans des nouveaux projets de recherche. Et notamment un projet de recherche dans les Hautes-Laurentides. Un projet de recherche là, dont je vais vous parler pour le reste de ma présentation. Et avant d'aller plus loin, je veux quand même préciser, on voit ici le lac Nomineng, le grand lac Nomineng dans les Hautes-Laurentides. Magnifique territoire, magnifique région qui est au cœur du territoire ancestral de la nation Algonquin-Anishinaabe. Et je tiens à préciser que les objets, les sites que nous avons le privilège d'étudier appartiennent aux ancêtres d'une nation qui est encore bien ancrée dans le territoire. Et j'en profite pour les remercier de leur collaboration et pour les remercier de nous permettre de pratiquer cette recherche-là, de faire cette recherche-là. Sans eux, cette recherche-là serait impossible. Alors, c'est autour du Grand Lac Nomineng que vous voyez ici que je mène des recherches depuis 2015-2016 à un site en particulier qui est à la confluence, disons, du ruisseau Jourdain et du Grand Lac Nomineng. Et où vous voyez ici, là, sur cette image, on mène des recherches. Donc, on a notamment là, fouillé cette aire ouverte, cette aire de fouille-là dans les 2 dernières années. Alors, vous voyez une équipe d'archéologues dont je fais partie, mais également des partenaires, nos collaborateurs à Anishinaabe, des étudiants de l'Université Laval, d'autres collaborateurs qui ont l'archéologie de leur région à cœur et qui ont initié ce projet-là, c'est-à-dire Sylvie Constantin et Sylvain Généreux, que je tiens vraiment à nommer ici parce que sans eux non plus, ce projet-là ne serait pas possible. Alors, c'est là qu'on a retrouvé depuis 2016, là et à proximité, un enchevêtrement là, de feux de camp qui témoignent de multiples réoccupations à cet endroit-là depuis plus de 5000 ans. Et donc, c'est vraiment difficile là, de distinguer les différentes occupations, mais on voit vraiment qu'il y a c'est un lieu où on semble s'être rassemblés sur des milliers d'années et il y a énormément de témoins de consommation et de préparation de nourriture. Alors, avec les feux de camp, avec les zones de combustion, on voit presque toujours des milliers d'ossements blanchis par la chaleur et des fragments de céramique comme celui-ci qui, si on se fie aux croûtes, aux dépôts carbonisés à l'intérieur, ont servi à la cuisson. Alors, au total, c'est environ 4000 tessons qui représentent un minimum de 34 contenants, 34 vases distincts qui ont été découverts jusqu'à présent. C'est quand même considérable compte tenu du fait qu'aucune céramique avait été documentée dans la région avant qu'on commence nos recherches. Donc, considérable, oui, mais pas si surprenant non plus parce que dans d'autres régions du bouclier canadien qui sont connectées aux Laurentides par le réseau hydrographique, on avait déjà des témoins là, de la production et l'utilisation de céramique. Je pense à l'Abitibi, Témiscamingue, je pense à la Haute-Mauricie, je pense au lac Saint-Jean notamment. Je montre ici des fragments de poterie qui représentent 3 unités de vase distinctes et toutes ces vases datent du sylvicole moyen ou du sylvicole supérieur. À date, aucune céramique du sylvicole inférieur, la période que j'avais étudiée avant, n'a été documentée à Nomineng. Et sur les 34 contenants que nous avons pu identifier jusqu'à présent, j'en ai soumis 23 aux mêmes techniques analytiques mentionnées tantôt, donc aux analyses lipides mentionnées tantôt. Et je vous montre
un graphique. OK, je vais essayer de m'en tenir à ça là, pour les résultats un peu plus techniques aujourd'hui. Mais je vous le montre parce que je l'ai réalisé la semaine passée. Alors, c'est tout nouveau, puis je trouvais ça intéressant de voir. Alors, ici, ce que vous voyez sur ce graphique-là, ce sont des valeurs isotopiques associées avec mes vases du sylvicole inférieur que j'ai représentés avec les petits cercles bleus plus pâles. Et vous vous rappelez qu'on avait dit que ces vases-là étaient principalement associés à des ressources aquatiques. Les vases qui sont représentés par des cercles roses sont les vases de Nomineng. Et je veux attirer votre attention sur le fait qu'ils se retrouvent tous dans l'ellipse brune-beige associée à des mammifères terrestres ruminants. Alors, les ellipses de couleur, là, ça représente des valeurs qu'on a obtenues en analysant des échantillons de référence modernes. Donc, on peut comparer nos valeurs archéologiques avec de la nourriture qu'on connue. On sait qu'on a analysé du chevreuil, de l'orignal, du caribou, etc. Donc, on est capable de mieux interpréter nos valeurs archéologiques parce qu'on a analysé des échantillons de référence modernes. Alors, il semble dans ce cas-ci que une majorité de vases qui proviennent de notre site à Nomineng ont été utilisés pour préparer des mammifères ruminants. On pense ici, pour la période précoloniale, à du chevreuil, de l'orignal ou du wapiti à l'époque. Alors, c'est intéressant, parce que ça contraste avec ce qu'on avait avant, à ce qu'on avait au sylvicole inférieur. Et puis, ça pourrait suggérer une utilisation des contenants en céramique qui est propre aux populations des Hautes-Laurentides, pour qui le gibier d'orignal et de chevreuil occupe encore une place importante dans les pratiques culinaires aujourd'hui. Et vous voyez ici, justement, Jason Ahad qui dirige le laboratoire où j'ai pu mener mes recherches là, depuis mon entrée en poste en 2020 et qui a également facilité qui a permis les analyses isotopiques que je présente ici avec une de mes étudiantes graduées, Rosalie Manceau. Alors, ce sont des résultats intéressants, oui, mais, et là, j'en arrive à la partie où on va parler de l'intégration des savoirs autochtones parce que la science a ses limites. On a déjà parlé des limites des analyses de lipides parce qu'on n'arrive pas à identifier les ressources à l'espèce. Donc, une résolution taxonomique qui est limitée. D'autres limites des analyses de lipides serait une sous-représentation des espèces qui sont faibles en gras. Donc, si on a un mélange de nourriture où on a, par exemple, des plantes et des poissons mêlés ensemble, mais les plantes vont tendre à être sous-représentées et masquées par des ressources qui sont plus grasses, comme les mammifères, comme les animaux ou comme les poissons, par exemple. Donc, c'est difficile de bien caractériser les mélanges. Or, on sait bien que les recettes qui sont à la base de nos traditions culinaires, sont presque toujours constituées de mélanges, parfois complexes, de plusieurs ingrédients. Donc, en d'autres mots, les analyses lipides ne nous permettent pas, à ce jour, de reconstruire des recettes. Alors, si on veut étudier l'alimentation, ça, c'est problématique. Quand on arrive à identifier différents ingrédients à l'intérieur d'un même extrait de lipides, c'est souvent impossible de dire si ces ingrédients-là ont été cuits en même temps ou lors de différents événements de cuisson. Donc, on comprend bien là, que il y a des limites à l'archéologie biomoléculaire. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est là que je dis, j'ai l'impression, moi, que pour obtenir un portrait plus global, plus réel des traditions culinaires de l'alimentation, on doit combiner ces analyses-là avec d'autres formes de savoir et d'autres sources de données. Et c'est comme ça que l'idée d'un projet de recherche sur l'alimentation dans les Hautes-Laurentides est arrivée et a été subventionnée récemment, qui combine archéologie expérimentale, savoir autochtone et analyse biomoléculaire.
on voit ici la chef cuisinière Cézanne Nottoway qui fait partie prenante de notre projet de recherche dans les Hautes-Laurentides sur l'alimentation. Alors, c'est un projet de 5 ans qui en est déjà à la fin de sa 2e année. Et puis, on a déjà eu l'occasion donc de réaliser un certain nombre d'expérimentations sur le terrain qui nous ont déjà permis de mieux comprendre le rôle des vases en céramique dans les pratiques culinaires. La première année, le premier été, on s'est surtout concentré sur notre objectif premier était vraiment de tester différentes sources d'argile locales pour fabriquer des vases en céramique. Alors là, parce que notre projet combine archéologie expérimentale et ça, c'est fait en étroite collaboration avec l'entreprise Technologie Autochtone. Vous voyez d'ailleurs Martin Lomini qui a parti cette entreprise-là et Marie Trottier qui est la spécialiste de la production céramique. Expérimentalement, qui sont en train, là, avec nous, de collecter des argiles le long de la rivière du Lièvre, où on avait déjà, lors de travaux d'intervention archéologique, identifié des gisements d'argile. Alors, on a fait ça la première année. On a préparé cette matière première-là qu'on a mélangée avec des dégraissants. Ces inclusions minérales qui permettent au vase de résister à la cuisson. Et on a fait un paquet de petits vases, comme vous voyez sur l'image ici, là, parce que chaque petit vase représente une proportion X, Y, Z de dégraissant. On a testé différents types d'argile avec différentes proportions de dégraissant pour finalement obtenir des résultats assez concluants. C'est-à-dire que oui, l'argile elle peut être utilisée pour faire des céramiques, même si la qualité est peut-être pas aussi grande que dans d'autres régions du Québec. Alors là, on va peut-être se demander s'il y a d'autres sources d'argile disponibles, parce que c'est peut-être pas la même qualité qu'ailleurs, mais c'est tout de même faisable de réaliser des céramiques en argile avec ces matières premières locales-là. Et une fois qu'on a déterminé ça, ben on a, disons, choisi une ou deux recettes optimales, là, une proportion de dégraissant, un type de dégraissant optimal pour faire des contenants un petit peu plus gros. C'est ce que vous voyez ici. Vous voyez mon étudiant Adrien Césario qui est en train de fabriquer, d'essayer de reproduire une des 34 unités de vase qu'on a réussi à reconnaître sur notre site. Celle-là, c'est l'unité de vase 11, plus précisément, si je ne me trompe pas. Alors, il est en train de décorer, là, il en est à ses dernières étapes dans la fabrication. Et tout récemment, ce vase-là a passé l'ultime test de la cuisson, hein, parce que comme ça prend plusieurs semaines à sécher, on n'a pas fait cuire les vases sur le terrain, mais c'est seulement il y a quelques semaines que Martin Lomini a fait cuire ce vase et il a résisté le test de la cuisson. C'est ce que vous voyez ici à droite sur l'image. Et cette poterie va être utilisée l'année prochaine dans des expériences culinaires. Expériences culinaires qu'on a d'ailleurs commencé l'été passé. Donc, on a mis à l'épreuve nos contenants pour préparer différentes recettes inspirées de pratiques culinaires Anishinaabe. Et pour ce volet, hein, on a la chance inouïe de pouvoir compter sur la participation de Cézanne Nottoway, que vous avez vu sur une image précédemment, qui est une chef cuisinière reconnue, dont les connaissances de son territoire, de ses ressources, des recettes de son peuple résultent de gestes, résultent de traditions orales transmises de génération en génération. Notamment, elle a reçu ces connaissances-là de son père Salomon, qui était également avec nous cet été, qui lui-même les ayant reçus de sa grand-mère et comme ça de génération en génération. Donc, on a accès à des recettes qui n'auraient jamais été possibles d'imaginer sans ces savoirs autochtones-là. Alors, comme nos analyses biomoléculaires nous avaient permis d'identifier des mammifères ruminants,
disons que le gibier d'orignal et de chevreuil était à l'honneur cet été et Cézanne nous a notamment préparé de l'estomac d'orignal que vous voyez ici dans un pot en céramique. Donc, il a fallu le laver bien comme il faut avant et ensuite on va le découper avant la consommation. Elle nous a également préparé et je tiens à préciser que toutes ces expériences-là ont été faites de concert avec Francis Lamotte, qui est professionnel de recherche pour ce projet et qui était l'assistant de Cézanne au fourneau cet été et qui poursuivra l'été prochain d'ailleurs. Donc, estomac d'orignal, museau d'orignal. Donc, on voit ici le museau coupé en petits morceaux, mais auparavant, il a fallu quand même préparer cette pièce-là de viande. Comment on fait ça? On met le museau sur le feu jusqu'à temps que les poils soient assez carbonisés pour pouvoir les retirer. On les prépare, on les coupe ensuite en petits morceaux. Donc, autant de gestes, autant de pratiques qui serait inaccessible sans l'intégration des savoirs autochtones à notre projet. On a également préparé des différents ragoûts de gibier qui comprenaient autant du chevreuil, de l'orignal que d'autres gibiers comme du castor, par exemple. Parce que ce que je veux mentionner aussi, c'est que ces répliques de vases-là vont ensuite être soumis aux mêmes techniques analytiques mentionnées tantôt. Et ça va nous aider justement à mieux comprendre les possibles mélanges qu'on a dans nos céramiques archéologiques. Parce qu'ici, on a des mélanges connus. Alors, ça risque d'être plus facile de comprendre et de mieux caractériser les mélanges qu'on reconnaît peut-être moins bien si on analyse seulement les tessons archéologiques. Et également d'autres recettes qui n'impliquaient pas nécessairement d'orignal et de chevreuil, donc les ruminants, comme un confit de castor, donc du castor dans de l'huile d'ours, une soupe au poisson blanc ici. Et j'en profite pour dire que c'est pas seulement la technique que les expériences n'ont pas seulement impliqué une cuisson dans des vases en céramique, parce que parfois, les pratiques culinaires demandent une autre façon de faire cuire certaines parties du gibier. C'est le cas notamment de la queue de castor qu'on dépose directement sur une grille avant d'enlever la peau pour pouvoir la consommer. Alors, comme aucun ingrédient, comme aucune partie de l'animal n'était perdue, on a également fait ces petites expériences culinaires-là sur le côté, là, en parallèle. Ici, vous voyez ce qu'on a appelé des pop-corns de graisse douce. Alors, la graisse douce, on doit la faire bouillir et lorsqu'on la fait bouillir, la partie liquide qu'on utilise pour la cuisson en pot se sépare de la partie solide. La partie solide, elle, peut être dégustée un peu comme des petits pop-corns ou comme des oreilles de Christ en parallèle sur le côté comme collation. Et c'est très bon. Mais comme il s'agit quand même d'une expérience scientifique, il fallait quand même contrôler un certain nombre de variables. Vous voyez ici Francis qui pèse bien chacun des ingrédients, l'estomac, les morceaux du museau d'orignal, le temps de cuisson va être pris en note, les différents ingrédients, les différentes proportions. De la même manière, pour pouvoir bien distinguer les signatures moléculaires associées à nos mélanges, à nos recettes, de celles qu'on obtient en préparant individuellement chaque ingrédient, chaque ingrédient a été déposé sur des petites rondelles de céramique et déposées sur le feu. Et elles vont toutes être analysées également, soumises aux mêmes techniques biomoléculaires mentionnées tantôt. Comme ça, on va pouvoir comparer les signatures moléculaires des ingrédients individuels à celles qu'on obtient quand on mélange ces différentes parties-là. Tout ça dans l'optique de mieux comprendre justement les mélanges qui sont si difficiles à caractériser avec nos analyses lipides. Mais
On n'est quand même pas dans une expérience de laboratoire, dans un milieu très contrôlé, là, comme on le serait dans un lab, justement stérile. Alors, on voit bien que il y a des limites à ce qu'on peut contrôler. On voit Cézanne ici en train de préparer dans notre cuisine collective ses ingrédients. Alors, c'est certain que la contamination croisée est difficile à contrôler ici, mais on voulait vraiment avoir des expériences qui reflétaient le mieux possible une réalité culinaire passée plutôt que d'être faite en milieu un petit peu aseptisé de laboratoire. Même chose ici, vous voyez Cézanne qui nettoie un contenant en céramique dans l'eau, dans le grand lac Nomineng, en le lavant dans l'eau du Grand Lac Nomineng. Alors, c'est certain que ce n'est pas le même processus de stérilisation entre les recettes que si on le mettait dans un autoclave à 500 degrés Celsius. Mais on a un meilleur reflet d'une réalité culinaire passée. Alors, je vais bientôt conclure, mais je voulais avant souligner qu'aucun ingrédient a été gaspillé et que toutes les recettes ont été consommées par nos étudiants. Presque tous les étudiants ont goûté à presque toutes les recettes. Et que l'approbation de Salomon, le père de Cézanne, était toujours un moment fort attendu. Je veux aussi dire que les retombées de ce projet-là, j'y tiens, vont profiter autant à la communauté scientifique qu'à nos partenaires de Kitigan-Zibi. Et on prévoit notamment la réalisation d'un documentaire qui sera réalisé par Dulcie Ménès, qui est également membre de la communauté de Kitigan-Zibi que vous voyez ici et qui a une formation en documentaire. Qui filme la réaction de Salomon là, lors de sa bouchée de truite grillée, si je ne me trompe pas. Et on prévoit également produire, en fait, ce sera surtout Cézanne, l'œuvre de Cézanne Nothoway et Francis Lamotte, là, produire un livre de recettes. Vous avez là peut-être un petit prototype ici, mais on est loin là, disons, de la version finale, parce qu'il y a encore beaucoup d'expériences culinaires à réaliser avant d'y arriver, beaucoup d'analyses de laboratoire également. Alors voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Juste peut-être terminer en disant que ce genre de projet collaboratif implique énormément de gens. Je ne peux même pas tous les mettre sur une diapositive, mais je suis loin d'être seule dans dans cette aventure-là. Il y a les propriétaires des terrains, il y a tous les membres de la communauté de Kitigan-Zibi, il y a les étudiants, il y a Martin et Marie de Technologie autochtone, il y a les gens qui participent comme bénévoles aux fouilles depuis le début, il y a les gardiennes, ma mère qui garde les enfants, il y a les gens qui nous aident avec nos analyses de résidus, il y a tous les partenaires qui nous financent, les institutions qui nous prêtent des objets pour nos analyses qui sont minimalement, mais quand même destructives. Alors, merci à tout le monde. Sans vous, ces projets ne seraient pas possibles. Et merci à vous de m'avoir écouté.